Bon, donc, moi, je vais me focaliser un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire sur l'industrie. Bon, parce que la chute de ces dernières années, si on écoute un peu les décideurs, c'est la faute à pas de chance. Or, on a un problème, c'est que l'industrie, c'est quand même la production de richesse du pays, richesse matérielle, et puis, accessoirement, c'est aussi des salariés qui sont globalement mieux payés, par exemple, que dans le tertiaire. Donc il y a un double enjeu pour nous à relancer la question de l'industrie. Mais si on ne sait pas comment, ben on est obligé d'observer que la chute se poursuit en se disant on n'a pas de levier. Le levier principal, c'est l'État. Soit parce qu'il décide de gérer directement l'industrie, ça a été le cas à certaines époques, soit parce qu'il décide de créer un environnement favorable pour le développement industriel. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cet environnement industriel? Ben, c'est essentiellement ce que les services publics fournissent, c'est-à-dire une main-d'œuvre hautement qualifiée, parce que population bien formée, un environnement de santé positif, parce que bon réseau de soins, et des infrastructures, de bonnes infrastructures, infrastructures de transport, infrastructures énergétiques, infrastructures de télécommunications. Jusque dans les années 90 à peu près, il y a une espèce de consensus, mais sous la pression, enfin j'y reviendrai à la fin, sous la pression de certaines forces, dont les nôtres, sur le fait que l'État doit gérer directement les grands réseaux, donc transport, énergie, télécommunications, qui sont considérés à ce moment-là comme ce qu'on appelle des monopoles naturels. C'est-à-dire que les entreprises privées ne peuvent pas chacune construire son réseau. Donc, quand on met en concurrence ces systèmes-là, il y a un phénomène de concentration. On aboutit à des monopoles privés. Les monopoles privés, ça n'est pas satisfaisant. Donc, il faut que ce soit l'État qui, au nom de l'intérêt général, au nom de plein de choses, gère ces grands réseaux. Ça, c'est jusque dans les années 90. Donc ça aboutit à quoi en France? Ben dans les télécoms, jusque dans les années 90, on a le réseau haut débit le plus performant d'Europe, le réseau ADSL. On a au niveau énergétique l'énergie, l'une des énergies la moins chère, et alors la plus propre, je le dis quand même si ensuite ça peut faire débat, mais et dans les transports, on a des réseaux extrêmement sûrs. La SNCF, par exemple, le réseau ferroviaire, est un exemple de régularité, et on a le développement de la grande vitesse. Ça, c'est le résultat de la gestion publique des grandes infrastructures. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 90? Ben, il y a le développement des idées de l'école de Chicago aux États-Unis, qui colonise petit à petit l'ensemble du monde, et notamment via l'Union européenne, qui vont avancer le fait que oui, une infrastructure, c'est un monopole naturel, parce que chaque compagnie ferroviaire, par exemple, ne va pas construire ses rails pour faire rouler ses trains, mais on doit pouvoir probablement trouver une solution pour faire en sorte que quand même, ce soit le privé qui puisse intervenir là-dedans. Donc, à la limite, l'État pourrait gérer le réseau, et puis on pourrait mettre des compagnies dessus, sur une base de concurrence un peu fabriquée, on va dire, pour qu'il y ait quand même cette espèce de gestion privée, parce que la gestion publique, c'est une catastrophe, c'est les soviets, c'est tout ce qu'on veut, bon voilà. Donc le processus de libéralisation, il commence par les télécommunications, ensuite il déroule sur l'énergie, et puis il arrive sur les transports. Alors il y a eu plein d'autres domaines de libéralisation, mais enfin je me concentre sur ces éléments-là. Ça aboutit à quoi? Donc l'Union européenne édicte des règlements qui visent à séparer le réseau de l'exploitation du réseau, donc d'abord dans les télécoms, ensuite dans l'énergie, puis maintenant dans les transports. Et puis, pour l'exploitation des réseaux, on impose petit à petit le fait qu'il faut absolument que cette exploitation se fasse par des compagnies privées qui se font concurrence, etc. Ça aboutit à quoi? Dans les télécoms aujourd'hui, je donne juste 2-3 petits exemples parce qu'on pourrait développer des tonnes. On est classé dans le top 5 des plus mauvais dans les télécoms, sur la très haute vitesse, c'est-à-dire la très haut débit, je veux dire, la fibre. En France, on est dans le top 5 du bas, enfin dans le peloton de bas du développement de la fibre. Or, au niveau européen, alors qu'on partait d'une situation, au contraire, extrêmement importante.
Dans le domaine de l'énergie, ça fait 11 ans, un peu plus de 11 ans qu'il y a le phénomène qui a commencé. Le bilan, c'est hausse du prix de l'électricité de 30%, hausse du prix du gaz de 80%. Maintenant, on se pose la question, vous avez vu, cet hiver, on nous a dit, vous inquiétez pas, cette fois-ci, il n'y aura pas de coupure. Enfin, moi, ça fait 3-4 ans que chaque hiver, on se pose la question des coupures, ce qu'on ne se serait jamais posé quelques années auparavant. Et puis, dans le domaine ferroviaire, bon, bah, dans le domaine des transports et dans le domaine ferroviaire, accidentologie, la régularité, c'est devenu une catastrophe, l'effondrement des trafics de marchandises, on va passer des mots. Donc on voit concrètement l'effet de la libéralisation et à quel point, justement, si on fait le parallèle avec l'effondrement de l'industrie, oui, la question que je pose, le capital privé, est-ce qu'il est capable de développer quoi que ce soit? La situation, elle n'est pas purement française. Dans la première économie du monde, les États-Unis, il y a un rapport qui est sorti il y a 2, 3, 4 mois, je ne sais plus, de l'Association des ingénieurs civils américains qui explique que si les États-Unis n'investissent pas 3600 milliards dans leurs infrastructures dans une poignée d'années, là, l'économie va au clash parce qu'il y a des effondrements de ponts. C'est des trucs, normalement, ça devrait faire la une des 20 heures en permanence, des trucs comme ça. C'est-à-dire que dans la première économie du monde, les infrastructures sont en ruine parce qu'elles ont été construites dans les années 60 et parce qu'on n'a rien fait depuis les années 60. Donc les ponts s'effondrent, les accidents ferroviaires, les pannes électriques, on en avait entendu parler il y a quelques années en Floride, etc. Bon, 3600 milliards d'investissements à réaliser dans une poignée d'années. Trump a lancé un plan là récemment de 1500 milliards. C'est des sommes délirantes. Hein. En France, on n'est pas dans cette situation. Si on devait faire le parallèle avec la situation française, si on était dans la situation des États-Unis, il faudrait qu'on investisse 500 milliards dans nos infrastructures. On n'est pas dans cette situation parce que, justement, nous avons eu, ou encore, des entreprises publiques qui non seulement ont exploité le système, mais y compris ont quand même maintenu un niveau d'investissement qui était probablement pas à la hauteur, mais qui était quand même existant. Voilà. Contrairement aux États-Unis où les compagnies privées, et y compris la puissance publique, n'a rien investi pendant des années. Donc on n'est pas dans cette situation. Alors on a quand même des réseaux qui sont vieillissants et il faudra investir dans la reconstruction de centrales au niveau énergétique, dans le déploiement de la fibre, dans le réseau ferroviaire, mais on n'est pas à des montants de 500 milliards. Donc le sujet qu'on peut se poser, c'est comment on en arrive là et est-ce que le capital privé il est capable de répondre aux besoins? Parce que c'est quand même ça le nœud gordien de la chose. Si c'est le capital privé, si c'est le marché qui est seul à même de développer les forces productives, etc., on le laisse faire, on se casse la gueule, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Bon. Si le marché n'est pas efficace, alors après, il va falloir se poser la question de le remplacer. Bon. Je donne un exemple dans le ferroviaire, c'est le fret, parce que, à mon sens, c'est un exemple, on va dire, idéal de ce que la libéralisation peut produire. Le problème du système ferroviaire, c'est qu'il nous faut une infrastructure lourde pour arriver à faire rouler les trains, et que cette infrastructure, elle est extrêmement coûteuse, c'est donc les coûts fixes qui sont les plus importants dans le ferroviaire. Que vous fassiez rouler un train, ou vous en fassiez rouler 100 sur une voie, globalement, il n'y a pas tellement de différence de coûts, parce que la masse des coûts, c'est l'infrastructure. Et donc, on passe en 2006, dans le fret ferroviaire, à la gestion par le marché. Dorénavant, chaque compagnie qui veut se monter peut proposer des services, faire rouler des trains, louer des locomotives et transporter des marchandises en payant ses péages pour payer ces coûts-là. Le problème, c'est que le premier effet de ce passage au système privé, c'est qu'on va écrémer les trafics. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une logique de solidarité. Le service public, tout ne doit pas être immédiatement rentable. Il y a des lignes pour des questions de caractéristiques, parce que par exemple, on va desservir de l'industrie lourde, etc. C'est extrêmement rentable. Et puis il y a d'autres lignes, on va desservir des petites PME, on va récupérer quelques wagons. Il y a beaucoup de travail humain pour faire les manœuvres, etc. C'est très coûteux, donc ça, c'est pas rentable. Mais le service public équilibre l'ensemble, ne regarde pas trafic par trafic la rentabilité de l'un et l'autre. Quand on passe à la logique de la concurrence, la question de la solidarité entre les trafics, elle n'existe plus. Chaque trafic doit être rentable. Chaque activité, chaque unité de charge doit générer sa marge. Donc on commence par liquider
tous les trafics qui ne sont pas rentables. Et par exemple, on a liquidé un trafic, c'est tous les trafics de la filière bois. En France, il y avait des dizaines de gares bois, parce qu'on a des forêts quand même un peu importantes. Le prix qu'on facturait en termes de transport était très bas. C'était une forme de subvention un peu déguisée à la filière bois. Le premier trafic, enfin l'un des premiers trafics qui a été fusillé, c'est le bois. Il n'y a plus de gare bois en France aujourd'hui au niveau ferroviaire. Ça passe tout par la route. Donc, on arrive quand même à transporter le bois, mais cette subvention, on va dire indirecte, par le transport à pas cher, elle a disparu et elle a probablement un peu affaibli notre filière bois, alors qu'on a de l'industrie du papier, l'industrie, on a quand même encore un peu de trucs là-dedans. Donc le premier acte, c'est on écrème les trafics. Le résultat d'écrémer les trafics, c'est que comme vous avez un coût fixe important sur les voies, vous supprimez les trafics qui ne sont pas rentables, ça vous fait autant de ressources en moins. Donc votre infrastructure, elle vous coûte encore plus cher. Et donc, il y a des trafics qui étaient jugés rentables qui ne le sont plus. Parce qu'à eux seuls, ils doivent assumer la charge de l'infrastructure. Et donc, petit à petit, on rentre dans un cycle où on supprime, c'est plus rentable, on supprime, c'est plus rentable, on supprime, et ça n'a plus de fin. Le résultat de tout ça, c'est que la SNCF, à elle seule, elle transportait 50 milliards de tonnes kilomètres en 2000. Donc à elle seule, quand elle avait le monopole. Aujourd'hui, toutes les entreprises ferroviaires cumulées transportent 32 milliards de tonnes kilomètres, c'est-à-dire que ça s'est complètement effondré. Ça, c'est les chiffres de 2016. Mais après, il y a des effets, parce qu'on pourrait dire, à la limite, c'est un peu ce que les capitalistes disent d'ailleurs, il faut purger le marché, et puis une fois que le marché est purgé, qu'on fait des bénéfices sur chaque ligne, alors là, on a les moyens d'investir, tout ça, et on repart à l'assaut du monde, tout ça. Bon. La réalité, c'est qu'il n'y a plus une seule ligne de chemin de fer qui est construite pour, par exemple, quand vous avez une construction de zone industrielle ou de zone d'activité, plus aucune ligne n'est construite pour les relier. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'infrastructure ne va pas construire une ligne alors qu'il ne sait même pas si des chargeurs vont réaliser des trafics dessus. Donc tant que je n'ai pas la garantie qu'il y aura du retour sur investissement, je n'investis pas. Les chargeurs ne construisent pas de solution de logistique parce que tant qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de marché. Je me concentre sur les marchés qui existent et je reste sur les marchés qui existent. Voilà l'effet du marché tel qu'il est. Et donc, les capitalistes, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et il faut qu'ils trouvent des solutions. Parce que sinon, bon, en ce moment, on dit beaucoup constat d'échec, aveu d'impuissance. Ça, c'est nos mots d'ordre CGT à nous pour les mettre face à leurs responsabilités. La solution qu'ils ont trouvée, c'est la subvention. Donc voilà, ce qui manque dans le système, c'est injecter du fric. Hein. Si on injecte du fric, les trafics deviendront rentables et donc le marché reprendra enfin son rôle, là, puisque bien sûr, le marché développe toujours les forces productives. Bon, donc on injecte du fric par le biais de subventions. C'est ce qu'ils ont fait sur des opérateurs fret de proximité, ça s'est tout cassé la gueule. Pourquoi? Parce que il faut une vision globale du trafic. Vous pouvez avoir par exemple énormément d'investissements dans les infrastructures. Je donne un exemple très très parlant parce qu'il est assez rigolo en plus. Enfin, si c'était pas notre pognon, ce serait rigolo, disons. Vous avez des trafics, encore quelques trafics entre Rungis et l'Occitanie, donc le marché de Rungis, les fruits et légumes, machin, tout ça, ouais, et l'Occitanie. Mais ces trafics sont l'ombre de ce qu'ils étaient à une époque. Donc la région Occitanie dit, moi je vais subventionner de nouvelles infrastructures pour développer ce trafic. Donc je vais construire des portiques, porte-containers, pour faire en sorte que les containers puissent être chargés sur les trains et puis aller à Rungis. Très bien. Sauf qu'à Rungis, ces portiques qui existent, ils ne sont pas utilisés depuis 10 ans, et donc dans le même temps qu'on les construisait en Occitanie, on les a démolis à Rungis. Et donc forcément, vous ne pouvez pas faire de trafic de containers parce que l'infrastructure elle existe à un bout et pas à l'autre. Mais c'est pour vous montrer le système de la subvention. C'est-à-dire que c'est effectivement un peu, on balance du pognon et puis on espère que ça va retomber, et puis qu'au moment où ça va retomber, ça va développer quelque chose. Mais ça, c'est bon, voilà, non seulement inefficace par l'exemple, mais en plus extrêmement coûteux pour les finances publiques. Bon, après, il y a des problèmes de compétences techniques, parce que ce que s'imaginent les financeurs qui financent des trucs ne sont pas forcément adaptés à la réalité du marché ferroviaire. Il faut qu'à un moment donné, les producteurs ils s'emparent de la chose. Et puis, il y a un deuxième souci,
qui est aussi le résultat de cette œuvre du marché, c'est qu'il n'y a plus aucune recherche et développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise ferroviaire privée qui fait de la recherche et développement dans le transport ferroviaire de marchandises. Par exemple, pour développer de nouvelles séries de machines, par exemple, pour développer du train-train fret, ce qui se fait dans certains pays, il n'y a plus aucune entreprise qui a investi dans la recherche et développement. Alors peut-être qu'à un moment donné, on ira piquer des idées à droite, à gauche en Europe, mais je veux dire, la filière ferroviaire de transport de marchandises, elle n'investit plus dans l'infrastructure, elle n'investit plus dans la recherche. Donc à terme, soit elle finira par crever, soit elle restera sur des segments extrêmement réduits. Mais ça, c'est le marché. C'est le marché tel qu'il fonctionne. Et puis, à l'autre bout de la chaîne industrielle, non seulement il y a les entreprises qu'on dessert, mais il y a aussi l'industrie ferroviaire, Alstom par exemple, dont certaines usines sont menacées parce que quand vous réduisez le volume de trafic, vous réduisez le nombre de trains, donc le besoin en locomotives, et donc il n'y a plus besoin de locomotives, on n'en fabrique plus, les usines qui en fabriquent, elles finissent par se casser la gueule. Et toutes les compétences, et les connaissances, et les brevets qu'on avait dans l'industrie ferroviaire sont en train progressivement de partir, d'être rachetés, notamment par les Chinois, les Allemands et d'autres, pour rapatrier les savoir-faire, et puis on observe tout ça de manière un peu stupide. Le coût pour la collectivité quand même, au-delà des subventions, parce que on a baissé le volume de trafic, toute entreprise ferroviaire confondue, elles ont cumulé des déficits sur les 15 dernières années équivalent à 5 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on a brûlé 5 milliards d'euros de capital pour transporter un tiers de moins de marchandises par le ferroviaire. Et comme on transportait moins de marchandises par le ferroviaire, elle est basculée sur la route. Et on peut se poser la question, alors là on n'a pas de chiffre précis, mais on peut se poser la question du coût de l'entretien des routes par le fait de reporter des camions sur ces routes-là, quand on sait que par exemple un 40 tonnes, ça équivaut en termes de dégradation de la route à 1 million de véhicules légers. 1 million de véhicules légers, parce que c'est exponentiel. Donc on imagine que le report du rail sur la route, ça a coûté extrêmement cher aux finances publiques. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a bien critiqué le système, parce que notre problème sur l'industrie, il est quand même là, c'est pas seulement critiquer, ou être dans la défense catégorielle de nos droits, comme ils essayent de nous y enfermer en ce moment, mais y compris comment on peut répondre aux besoins. Nous, on considère que on a lancé une campagne l'année dernière sur la question de la réappropriation de l'entreprise publique. La nationalisation de 1938, c'est un compromis. C'est un compromis entre ceux qui voulaient l'appropriation collective des moyens de production et d'échange et ceux qui étaient dans la logique du système de meilleure gestion possible du système capitaliste. C'est un compromis. Bon. Donc on va pas défendre notre principe, c'est qu'on ne va pas défendre le compromis. La nationalisation, c'est une étape, c'est probablement la propriété publique de l'entreprise, c'est probablement indispensable, mais il faut aussi qu'on réfléchisse à la démocratisation de cette entreprise publique, au fait que justement les producteurs ils aient un vrai rôle dans la décision, les producteurs et les utilisateurs. Les usagers du train, on souhaiterait qu'ils puissent intervenir plus que simplement au travers des élus régionaux ou au travers de l'État, qu'ils puissent déterminer directement ce dont ils ont besoin. Donc on va faire un certain nombre de propositions sur la démocratisation de l'entreprise publique. Et je pense qu'il faut qu'on repose la question de l'appropriation collective des moyens de production. Bon. Sur l'objet qui nous intéresse, au-delà de ces enjeux-là, un peu plus lointains, l'objet qui nous intéresse, la relance de l'industrie, et la SNCF c'est un exemple concret, mais EDF, La Poste, Orange et d'autres, sont des exemples concrets. La SNCF, c'est un outil technique, c'est-à-dire qu'elle peut mettre à disposition des solutions de transport adaptées, souples, etc., pour essayer de développer de l'industrie. Elle peut mettre d'ailleurs en relation les matières premières avec les producteurs, elle peut acheminer des producteurs aux consommateurs, etc. Donc elle peut faciliter le développement de l'industrie. Et puis après, c'est un outil économique. Le chiffre d'affaires du groupe SNCF aujourd'hui, c'est 32 milliards. 32 milliards d'euros. Ça veut dire que, et 1,7 milliard de bénéfices après 6 milliards d'investissements cette année, donc c'est un monstre économique. Ce monstre économique-là, il est sur la voie de la privatisation, tel que le gouvernement le souhaite.
Mais ces ressources-là, qui 32 milliards d'euros, là-dedans, il y a des sous-traitants qui sont aussi des éléments industriels, il y a les chargeurs, les clients, entre guillemets, bon, il y a tout ça. Ces 32 milliards-là, c'est des leviers pour redévelopper une industrie ferroviaire, pour soutenir certaines industries qui sont peut-être un peu fragilisées, pour organiser, je sais pas, une concentration. À une époque, on parlait de la vallée du plastique, là, ou des trucs comme ça. Ben, si on veut développer quelque chose, on peut parfaitement avoir cet outil public qui dise tout de suite, ben, nous, on vous met à disposition une solution de transport pour faciliter ça. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé pour ça. Je terminerai quand même à partir de ce qui a été dit, parce que on en revient toujours à la même chose, c'est le mouvement politique. Nous, le mouvement syndical, bon, je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais on est sur le sentier de la guerre, là, on a déterré toutes les haches possibles, et puis on va bien voir ce que ça donne, mais on voit bien que ça ne suffit pas. On est beaucoup dans la défensive, alors on va formuler, nous, des propositions pour l'avenir du chemin de fer, mais même un chemin de fer public dans un océan de libéralisme, c'est compliqué à défendre, quoi. Voilà. Et donc, il nous faut une perspective un peu politique, et il nous faut aussi un outil politique pour la défendre. Parce que, concrètement, nous, en ce moment, on est victime des médias. Tous les chiens de garde sont aux ordres et ils racontent conneries sur notre statut, sur nos conditions de travail, sur tout ça. Là, concrètement, pour s'y opposer, si on n'a pas une organisation, un parti, un syndicat en l'occurrence, on ne peut pas faire grand-chose. Et au niveau syndical, on a commencé à s'organiser pour ça. Par exemple, l'année dernière, on a diffusé un journal, on a fait un faux gratuit, qu'on a diffusé à 500 000 exemplaires aux usagers. Mais c'est une goutte d'eau dans ce qui serait nécessaire de faire. Et donc, l'organisation, elle est quand même utile, parce que, mine de rien, ces 500 000 journaux qu'on a diffusés, ça a été des moments de discussion avec les usagers, et ça a probablement pesé dans le rapport de force, mais il nous faut une orga qui soit beaucoup plus développée. Et alors, au niveau syndical, on a besoin de travailler là-dessus, mais au niveau politique, voilà, enfin, entre comment on démocratise l'économie, comment on fait en sorte que cette appropriation collective, elle devienne une réalité, que ça devienne un levier, soit pour prendre le pouvoir des mains des patrons, soit pour leur faire peur, parce que ça a aussi cet effet-là, que ça redevienne un levier. Il y a l'aspect idéologique, et puis ensuite une orga qui le porte, qui le défende. Parce que si on n'est qu'un cercle de penseurs, à un moment donné, bon, on aura les meilleures idées de la Terre, mais ça n'arrivera jamais à créer un rapport de force. Voilà, donc moi je pense que sur l'industrie, il y a des éléments à réfléchir. Nos copains de l'énergie, des télécoms, et puis y compris les fonctionnaires et tout ça, ils ont plein d'idées sur comment on pourrait répondre aux besoins de la population. Maintenant, c'est comment on maille tout ça dans un projet politique avec une orga pour arriver à mobiliser la population. Parce qu'on voit bien que chez nous, par exemple, ils nous bassinent sur 70% des Français sont pour la suppression du statut. Ouais, je suis sûr que si on pose la question, à mon avis, il n'y a pas 5% des Français qui savent ce qu'il y a dans le statut, donc ils peuvent être pour sa suppression. Mais il y a aussi 40 et quelques pourcents qui sont prêts à soutenir, 49 je crois, ou 47 je ne sais plus, qui sont prêts à soutenir un conflit. Bon, ça veut dire que dans ce pays, il y a quand même encore des gens, mais le problème c'est qu'ils sont dans leur fauteuil, devant leur télé, à s'énerver sur le fait que ce qui se passe c'est pas bien, mais ensuite il n'y a rien pour les structurer, pour venir les prendre par la main, pour leur dire bon bah maintenant, on va mener des actions, on va poser des sujets, et on va mener la bataille ensemble. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin parce que après je vais déraper. Après,